sud-ouest de l'océan Indien, l'île volcanique de la Réunion. C'est une île montagneuse et tropicale. Très ensoleillée, elle est baignée par des eaux marines à la température agréable. Quelques récifs coralliens se développent sur la côte sous le vent, mais ils sont peu nombreux parmi des rivages très variés. On peut s'interroger sur le fait que ces récifs ne s'observent pas sur la totalité du littoral de l'île de la Réunion. On ne les rencontre pas le long des côtes alluvionnaires, fréquemment balayées par les vagues et où se succèdent des cordons à galets et des plages de sable volcanique. Ils ne bordent pas davantage les falaises vives déchiquetées par les houles océaniques. Pour comprendre la particularité de la localisation des récifs coralliens, il nous faut mieux connaître leurs constituants fondamentaux, les coraux. Les coraux, constructeurs de récifs, sont généralement composés de nombreuses loges calcaires ou calices, construites par des polypes qui peuvent s'y rétracter et ainsi se protéger. Grâce à des filaments de mucus et à des tentacules, ces multiples petits individus piègent des proies minuscules. La proie capturée est entraînée dans une cavité centrale du polype et sa digestion profite à tous les polypes reliés entre eux par leur tissu cellulaire. D'une manière générale, avec cette multitude de polypes vivant en communauté, les coraux représentent chacun une colonie animale fixée. Les coraux sont donc des êtres vivants. Ils nécessitent des conditions particulières pour se développer et construire des récifs. Les coraux, constructeurs de récifs, ne se rencontrent que dans les mers chaudes intertropicales. La température optimale se situe aux alentours de 26 degrés Celsius. Et ils ne se développent correctement qu'entre 20 et 30 degrés Celsius. Ce sont des organismes marins qui nécessitent une salinité normale des eaux océaniques. Cela explique l'absence ou l'interruption de leur construction dans les milieux concernés par des arrivées d'eau douce, les côtes pluvieuses, les embouchures de rivières ou de ravines. Les fonds sableux ou à galets, facilement mis en mouvement par les vagues de tempête, n'offrent pas une grande espérance de vie aux fragiles colonies coralliennes. Seul un support stable et solide permet une implantation durable. Les falaises vives et abruptes sont constamment soumises à l'érosion marine. L'instabilité des éboulis rend précaire toute implantation corallienne. En d'autres lieux, certains supports rocheux sont encore trop jeunes pour posséder des coraux, et il faut des milliers d'années pour construire un récif. Les polypes coralliens ont besoin de se nourrir et de respirer, mais ce sont des êtres fixés. Seuls les mouvements de la mer peuvent leur apporter les proies et renouveler l'oxygène. Les eaux troubles et les fonds chargés en sédiments nuisent au développement corallien. Les coraux apprécient en effet les eaux claires où la lumière solaire pénètre sans gêne. La diminution de l'éclairement avec la profondeur entraîne une réduction progressive, puis une disparition de la présence corallienne. Les eaux limpides où poussent les coraux doivent leur transparence à leur très grande pauvreté en matières en suspension et en plancton.
La dépendance à la lumière est étonnante pour ces animaux fixés, et l'exubérance de la vie corallienne apparaît paradoxale dans de tels déserts océaniques. Les coraux présentent beaucoup de spécificités dans leur vie. Les tentacules des polypes représentent des armes redoutables. Le tissu cellulaire externe, appelé ectoderme, concentre des cellules urticantes, les cnidocytes. Un simple contact avec une proie déclenche, pour chaque cellule sollicitée, la libération d'un filament venimeux et épineux. Tel un harpon, il peut se ficher dans le corps de la proie. Au repos, il est enroulé à l'intérieur de la cellule et baigne dans un liquide toxique et paralysant. Mais dans des eaux pauvres en plancton, cette prédation n'assure qu'une faible part des besoins alimentaires, largement insuffisante pour la survie des polypes. Dans les cellules de l'endoderme, des algues microscopiques, les zooxanthelles, sont présentes en grand nombre. Ce sont ces végétaux chlorophylliens associés qui déterminent le besoin de lumière. Profitant de l'énergie solaire et d'éléments produits par le polype, ils réalisent une photosynthèse. Non seulement ces végétaux comblent les besoins alimentaires du polype, mais ils aident aussi à la fabrication du squelette calcaire en absorbant le dioxyde de carbone présent dans le milieu. Cette nécessaire association est bénéfique pour les deux êtres vivants. C'est une symbiose. Les polypes sont de minuscules organismes fixés et lorsque toutes les conditions sont réunies, ils ont une étonnante capacité à coloniser de grandes surfaces sur des espaces éloignés. Certaines nuits de l'année, un événement majeur pour la vie des coraux se déroule. Les colonies coralliennes libèrent en quantité soit des cellules reproductrices, soit des œufs ou des larves qui ont tous mûri dans la cavité centrale des polypes. Leur libération synchronisée et massive semble liée à la température de l'eau et à la luminosité de la Lune. La phase de dissémination est en cours. Les produits libérés sont entraînés par les vagues et les courants. De petites larves ciliées, du nom de planula, sont reconnaissables. Beaucoup seront consommés par des prédateurs. Dans un milieu favorable, les larves rescapées évoluent et se métamorphosent en polypes sur le fond marin. La conquête d'un nouvel espace peut commencer. Le polype initial se soude à son nouveau substrat par la calcification du plancher de son tout premier calice. Il se structure et réalise des divisions ou des bourgeonnements qui vont se succéder dans le temps et produire de nouveaux polypes. Une colonie grandit et s'étend sur son support. Lentement, et si les conditions favorables se maintiennent, les peuplements coralliens se densifient. Un récif corallien peut ainsi se mettre en place et connaître différents stades d'évolution sur des milliers d'années. Le banc récifal de Boucan-Canotte est l'équivalent d'un stade embryonnaire. La plateforme récifale de Grand Fond et le récif frangeant de l'Ermitage La Saline sont des formes plus évoluées. Cette évolution s'accompagne à la fois d'un éloignement relatif entre le littoral et la barrière récifale
et d'un approfondissement de la zone d'arrière-récif. Un véritable lagon, profond de plusieurs dizaines de mètres, prend ainsi naissance au niveau d'un récif barrière ou d'un atoll, stade ultime d'une évolution récifale non encore présente à l'île de la Réunion. Véritables oasis au sein de grands déserts maritimes, les récifs coralliens apparaissent aussi comme de véritables cités sous-marines très actives. Elles offrent des habitats protecteurs, jouent le rôle de nurserie et sont surtout le siège de nombreuses chaînes alimentaires pour une foule d'êtres vivants très différents. Une telle biodiversité est fascinante et il n'est guère facile de s'y retrouver. Les caractères morphologiques et anatomiques sont souvent utilisés pour classer les êtres vivants, des plus simples aux plus compliqués. Il est ainsi possible, en observant sous différents angles des animaux coralliens parmi les plus typiques, de chercher certaines caractéristiques permettant de les regrouper. Il existe beaucoup d'éléments structuraux distinctifs, y compris internes à l'organisme. Cependant, les caractères externes, accessibles à l'observation directe, se prêtent aisément à une recherche de classification. Il s'agit, en premier lieu, de reconnaître des caractéristiques fondamentales, telles l'organisation générale du corps. Il convient également de savoir si ce corps dispose d'une protection ou d'un soutien, et de quelle nature. Le constat d'une présence ou d'une absence d'appendice est aussi du plus grand intérêt. Tous ces critères sont des bases pour une classification générale des espèces. La diversité en espèces de la vie corallienne est telle qu'elle est comparée à celle des forêts tropicales les plus riches. Sur les récifs coralliens de la Réunion en particulier, les scientifiques recensent plus de 160 espèces de coraux, plus de 1000 espèces de gastéropodes, près de 200 espèces de crustacés, près de 60 espèces d'échinodermes et plus de 650 espèces de poissons. Mais il faut savoir que des récifs coralliens plus anciens et plus évolués, comme la Grande Barrière d'Australie par exemple, possèdent encore plus de richesses en termes d'espèces. D'autres critères peuvent aussi être utilisés pour regrouper les animaux marins. La relation avec le support. Elle fait appel à une distinction entre une vie au contact du fond marin ou en pleine eau. L'aptitude à se déplacer. Elle différencie des êtres fixés, sédentaires ou très mobiles. La technique de collecte, la capture de la nourriture ou encore le régime alimentaire sont d'autres critères que l'on peut utiliser, et il en existe bien d'autres encore. Beaucoup d'espèces coralliennes restent encore à découvrir, et avec elles, de nombreuses substances utiles à l'homme, en particulier dans les domaines de la santé. Il faut cependant bien prendre conscience qu'au sein d'un récif, des interrelations subtiles et étroites unissent les espèces reconnues et à découvrir. Ce sont ces interrelations qui déterminent le fonctionnement et l'équilibre de l'écosystème corallien.
L'écosystème peut être analysé en référence à ses constituants fondamentaux, les coraux. Ce sont les organismes constructeurs et producteurs par leur association avec les zooxanthelles. Ils sont confrontés à des compétiteurs au sein de l'édifice. Il y a là des concurrents au développement plus rapide. Des algues envahissantes rivalisent dans la conquête de l'espace et dans la recherche de l'éclairement. Des organismes filtreurs, comme les éponges, ou suspensivores, comme les alcyonnaires, leur disputent en plus la nourriture planctonique. Ils sont aussi les victimes de destructeurs très actifs, des prédateurs, qui chacun à leur manière dévorent les polypes. Certains poissons papillons les arrachent. L'étoile de mer Acanthaster les digère sur place. Des bioérodeurs, comme certains vers ou crustacés, forent et taraudent les squelettes coralliens au point de parfois provoquer leur démantèlement sous les assauts de la mer. De nombreux parasites minent également les colonies. Ils sont difficilement visibles car souvent de très petite taille. Les organismes compétiteurs des coraux sont eux-mêmes consommés et limités par d'autres animaux qui se comportent ainsi en régulateurs du milieu corallien. Divers mollusques, rongeurs d'algues, d'alcyonnaires ou d'éponges. De petits crustacés, nettoyeurs de déchets organiques et d'éléments indésirables. Des poissons picorent les parasites. D'autres, comme les poissons chirurgiens ou perroquets, sont brouteurs d'algues. Il y a surtout les grands carnivores qui, tout au long de leur croissance, consomment en quantité parasites et mangeurs de coraux. Dans des conditions naturelles, tous ces êtres vivants ont leur place dans l'édifice corallien. Siège d'un équilibre complexe mais fragile. Malheureusement, les grands régulateurs sont trop souvent victimes de prélèvements démesurés par la surpêche ou le braconnage. Leur disparition favorise l'épanouissement des organismes compétiteurs au détriment des coraux et provoque le déséquilibre de l'ensemble. Ce premier exemple illustre la grande responsabilité de l'homme dans l'avenir des édifices coralliens. En absence de toute influence humaine, les récifs coralliens restent soumis aux aléas naturels, auxquels ils survivent depuis des millénaires, les cyclones et autres phénomènes météorologiques. Malgré les dégâts occasionnés, la construction corallienne retrouve généralement son équilibre. À l'opposé, les perturbations récemment créées par les activités humaines sont durement ressenties par les milieux coralliens. Les changements dans la qualité des eaux qui se déversent sur les récifs coralliens sont à l'origine de dégradation ou de dénaturation. La sédimentation, accentuée par l'érosion des terres déboisées, charge l'eau des ravines en matières en suspension et peut provoquer l'ensevelissement des coraux. L'eutrophisation est à l'origine de l'envahissement du milieu par les algues au point d'asphyxier les coraux. Elle est provoquée par l'enrichissement des eaux en éléments minéraux d'origine agricole ou urbaine, les nitrates et phosphates en solution. Des arrivées importantes de matières organiques en suspension favorisent la prolifération d'animaux détritivores
et l'occupation de l'espace par des concurrents. Éponges et alcyonnaires, animaux aux formes molles et à la croissance rapide, mais qui ne sont pas de solides constructeurs comme les coraux. Les produits toxiques et autres déchets contaminent et empoisonnent la vie corallienne. Le dérèglement climatique planétaire est susceptible d'amplifier ces dégradations par une augmentation de la fréquence des tempêtes et des crues, ainsi que par le réchauffement des eaux océaniques. Le blanchissement des coraux, provoqué par la perte des algues symbiotes, entraîne fréquemment leur mort. Ce phénomène survient de plus en plus souvent et atteint d'autres espèces que les coraux. Il peut être compris comme une des conséquences du changement climatique qui se fait jour. De plus, des destructions directes du corail par les piétinements et les chocs liés à la fréquentation des récifs s'ajoutent aux destructions indirectes, conséquences des exploitations excessives et des diverses pollutions. La ressource diminue, l'équilibre est rompu et la résistance des coraux est amoindrie. Quelque part, victimes d'un certain succès, les récifs coralliens sont fragilisés, voire en péril. L'homme, grand responsable, doit remédier à cet état de fait. Les récifs coralliens, véritables reliefs vivants, résistent aux assauts des vagues et composent avec les forces océaniques depuis des millénaires. Ce sont les garants de l'équilibre physique des littoraux qu'ils ont contribué à mettre en place. Ils représentent un patrimoine biologique immense, difficilement estimable car encore mal connu. Ce patrimoine est l'objet de nombreuses recherches aux implications et applications fortes pour l'avenir de l'homme. Ces écosystèmes exercent une puissante attractivité, en particulier dans les domaines de la pêche, des loisirs nautiques et du tourisme en général. Les valeurs socio-économiques et patrimoniales de ces milieux vulnérables sont évidentes. L'urgence de leur sauvegarde nécessite une mise en place volontaire et rapide d'outils de gestion et de protection. Ce n'est que par l'application d'une politique intelligente du développement durable qu'il sera permis de ne pas compromettre la survie de ces magnifiques cités océanes et l'avenir des multiples intérêts qu'elles représentent.